La moitié des usines françaises de territoire ont été balayées par la mondialisation. Nous les avons conservées pour une seule raison, c'est qu'on comprenait qu'elles développaient le cerveau des gens. À une condition, c'est qu'on transforme le travail en apprentissage et pas en tâches qu'on balance pour que des gens fassent toujours la même chose, comme des machines. Tu vois ? Bienvenue dans l'émission Libérez vos talents, qui encourage les personnes ordinaires à faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, nous allons explorer le voyage inspirant de Jean-Marc Richard pour enrichir votre vie professionnelle. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Philbert. Alors, évidemment, je suis très content. Bonjour à tous. Pour des raisons que tu as évoquées tout à l'heure, on a un lien de longue date. Exact. Est-ce que tu pourrais nous raconter en quelques mots ton voyage inspirant professionnel ? Bon, moi, d'abord, je suis un commercial. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Je l'ai fait chez IBM, je l'ai fait dans l'immobilier, je l'ai fait dans la banque. Et puis, je l'ai fait aussi en créant des entreprises. Voilà. Et en fait, ce qui est très intéressant quand on fait du commercial, c'est qu'on prend conscience très vite d'une chose, c'est que la décision appartient à l'acheteur et pas au vendeur. Et donc, si on ne partage pas son propre désir, et que si on n'achète pas son propre désir, autrement dit, ça veut dire qu'il faut travailler ce désir, eh bien, rien ne se passe au niveau de la vente. Et tu vas voir que ça va avoir un impact sur ce qu'on fait aujourd'hui. Très bien. Quels ont été les moments forts justement de ce parcours professionnel pour toi ? Alors, sur l'aspect professionnel, bon, je ne vais pas m'attarder parce que ça ne va pas intéresser grand monde, hein, mais j'étais chez IBM, j'étais chez HSBC, j'ai créé les citadines. Ce qui est en revanche très intéressant, c'est qu'en parallèle, j'étais dans une association qui s'appelait l'AMIPI, dont le fondateur est ici, Maurice Vendre, et qui est un homme qui m'a pris un peu sous son aile et puis qui m'a permis d'apprendre énormément de choses, à la fois sur le plan géopolitique, hein, philosophique, mais aussi sur l'entrepreneuriat. Hein. Et cet homme, aujourd'hui, a créé cette association qui s'appelait l'AMIPI, association d'aide matérielle aux personnes inadaptées, et qui, en fait, aujourd'hui, a fait un parcours remarquable face à cette mondialisation qui nous a assommés. On va y revenir tout à l'heure. D'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit sur le sujet. Hein, je crois qu'on peut en parler maintenant. Alors, on peut en parler maintenant. C'est Le travail qui guérit l'individu, l'entreprise, la société. C'est un livre qui a été écrit par un neuropsychiatre qui est Jean-Michel Ougourian, qui a repris les deux gros savoir-faire scientifiques de la Fondation. Le premier développé par Maurice Vendre autour de la plasticité du cerveau, savoir que le cerveau a la capacité de se développer tout au long de la vie à plusieurs conditions. D'abord, qu'on lui soumette des apprentissages et pas juste des tâches, et puis de bien comprendre que le cerveau se développe par les périphéries. Et dans ces périphéries, il y a bien sûr la vision, il y a l'ouïe, il y a la bouche, la parole, d'autres sens, mais un sens très important, la main. Et ça, c'est le drame français, c'est qu'on a sous-évalué la façon dont on pouvait utiliser la main pour développer les cerveaux des gens. D'ailleurs, en général, on a sous-estimé l'opérationnel, quoi, hein, souvent. Alors, ça, on peut le dire, mais surtout, je pense que ce qui a été la grande déroute française par rapport à l'Allemagne ou d'autres pays chez lesquels nous allons, comme le Maroc, où nous enseignons, nous leur disons conservez vos activités manufacturières, parce que quand elles sont organisées sous la forme d'apprentissage, elles développent des synapses et des connexions synaptiques. Alors, tu as écrit justement en collaboration le livre Le travail qui guérit. Je pense. C'est plutôt le professeur qui l'a écrit, et moi j'étais avec lui pour faire un éclairage très concret. Oui, puis des témoignages quand même. Des témoignages très concrets, et puis c'est nos opérateurs qui l'ont écrit, puisque c'est là. également écrire le travail qui rajeunit. Parce que ça fait 10 ans que je te connais, 10 ans, et puis je vois que tu es toujours aussi dynamique. Eh bien écoute, il y a quelqu'un qui s'appelle Michel Serres, qui dit qu'en fait, pour rester jeune, il faut lire des lectures difficiles. Et en fait, travailler, mais aussi lire des concepts comme ton livre Libérer les talents, et ben ça, je pense que c'est hyper intéressant. C'est bien placé. Merci pour. C'est d'accord pour ce petit moment, mais qui est justifié. Hein, je tiens à le dire aux auditeurs, c'est très justifié. Philbert est l'homme qui nous a permis de faire des changements dans notre organisation. Et Maryse Vendre, qui est aussi fondatrice, cofondatrice avec Maurice Vendre, nous le rappelait souvent, c'est quand tu es venu expliquer qu'on te mettait de côté, on t'expliquait Yaka, Faucon, etc., et ta place, ça sera ça, tu étais toujours celui qui se faufilait, et tu l'as expliqué à tous nos collaborateurs à un moment clé où Sophie Labattu, venait de nous rejoindre comme DRH, c'est elle qui nous a présenté,
elle disait, ben voilà, ce qu'il faut, c'est que les gens aient des désirs pour pouvoir avancer. Et je pense que cette idée qui est venue d'elle et de toi, eh bien, vous avez su la mettre en œuvre. Et un des points élémentaires, c'est de comprendre que nous-mêmes, on a besoin de gens différents autour de nous pour pouvoir se développer et apprendre. Ouais, beau message. Beau message. J'espère qu'il va être entendu en masse. J'en doute, j'en doute. Qu'est-ce qui... Le naturel, c'est chacun pour soi et Dieu ou l'État pour tous. Il faut le savoir, c'est ce que Jean-Michel Ougourian nous a toujours expliqué. Et je pense que c'est ça qui fait que ton travail est nécessaire. Moi, je me dois de filer mon chemin. C'est évangéliser, comme on dit. Alors, qu'est-ce qui te met des En étincelles bon vendéen. Voilà. Qu'est-ce qui te met des étincelles dans les yeux le matin quand tu te lèves? Bah, c'est les autres. C'est-à-dire qu'en fait, la relation aux autres, c'est les choses que les gens ne savent pas comprendre et saisir. Et c'est pour ça que celui qui me succédera va nous apprendre beaucoup de choses aussi. J'ai presque envie de rester pour l'entendre. Mais c'est vraiment montrer qu'il n'y a aucune fatalité. Et que si on s'intéresse aux autres, si on prend soin de la relation aux autres, eh bien forcément, à condition de poser les bonnes questions, eh bien, on résout immédiatement les problèmes. Par exemple, un sujet qui est important, c'est la rivalité. Hein. On a mis une société en rivalité. Pourquoi? Parce qu'on a individualisé les gens. Et le cerveau fonctionne d'une certaine manière, c'est qu'il s'approprie le désir des autres. Et ça peut être bien comme ça peut être catastrophique. Hein. Développer la rivalité, c'est la non-gestion de la rivalité, fait que ce qu'on appelle, nous, les modèles apprenants, à savoir quelqu'un va nous intéresser s'il est compétent, s'il est bienveillant, s'il désire transmettre, bien évidemment, eh bien ça ne fonctionnera pas s'il y a de la rivalité. Quand tu vois comment la société individualiste s'est organisée, par clan, etc., tu comprends mieux qu'elle n'apprend plus. Et quand les gens n'apprennent plus, elle ne se développe plus, cette société. Et c'est ça qui est le drame actuel. Alors qu'on a des formidables capacités d'apprendre. Et la démonstration de la MIPI, je le rappelle quand même pour les auditeurs, c'est quand même 900 personnes avec des handicaps cognitifs, c'est 6 usines apprenantes, et en fait c'est quoi? Toutes ces usines qu'on a balancées, hein, la moitié des usines françaises de territoire ont été balayées par la mondialisation, nous les avons conservées pour une seule raison, c'est qu'on comprenait qu'elles développaient le cerveau des gens, à une condition, c'est qu'on transforme le travail en apprentissage et pas en tâches qu'on balance pour que des gens fassent toujours la même chose, comme des machines. Tu vois ? Et il faut souligner que ces personnes qui travaillent, s'il n'y avait pas Amipi, ils seraient chez elles. Chez elles. Et les prisons de l'esprit, les amis. Hein, Fernand Braudel, qui est un grand historien, leur appelait les prisons de l'esprit. Quand tu es tout seul chez toi, et d'ailleurs, tous les grands... un homme, par exemple, comme Cyrulnik, dit toujours un cerveau seul, même sain, ne peut pas fonctionner. Donc la solitude, c'est ça le vrai handicap. C'est pas les handicaps qu'on nous balance. C'est pas ça le sujet. Et là, maintenant, ils sont plus seuls, et en plus, ils sont autonomes. Ils sont autonomes, et bien évidemment, ils sont très fiers de ce qu'ils font, puis surtout, ils dégagent. On a 203 insertions depuis 2015, et on a des villes comme Cholet où plus de 50% des gens sont partis. Et renouvelés et remplacés par d'autres. Merci pour ce témoignage. Dans le livre Libérez vos talents, il y a 5 planètes qu'on doit aligner. C'est pour ça que je représente toujours quelques planètes ici. Il y a la planète potentiel, passion, professionnalisme, projet et perfectionnement. Est-ce qu'il y a une planète qui, toi, te semble, qui t'affectionne particulièrement? Alors répète-les parce que tu vas vite. Ouais. Potentiel, c'est-à-dire nos capacités. Ouais. Passion, ce qui nous anime. Ouais. Professionnalisme, les compétences. Projet, notre étoile. Et puis le perfectionnement, l'apprentissage. Alors, je pense que les 5 sont nécessaires, mais là, dans ce que tu viens de dire, je pense que c'est le potentiel que j'ai envie de souligner. Pourquoi? C'est celle-ci? Oui. C'est la plus grosse? Oui, c'est la plus grosse, parce qu'il faut commencer par le potentiel. Parce que le potentiel, c'est essentiel. C'est-à-dire que quand les gens rentrent chez nous, on teste leur potentiel. Il ne faut pas mettre les gens sur des tâches qu'ils ne vont pas pouvoir faire, hein, parce qu'on les mettra en situation d'échec. Il faut tout de suite identifier quel est leur potentiel. Et tu le verras dans le film qui a été fait pour France 3 par Hélène Hugues, qui est un super film. On voit des gens, 3 jeunes personnes qui sont rentrées chez nous. Et puis, il y a Céline qui fait passer des tests et qui se dit à la fin, ils ont un gros potentiel. Hein, ça se voit. C'est pas parce que tu sais qu'ils ont un gros potentiel que tu vas tout de suite leur demander des trucs les plus durs à faire. Tu vas les mettre en confiance. Alors, comment justement ce potentiel, comment tu le détectes? Tu le détectes parce que tu vas tester des capacités
Et alors, ce n'est pas des tests comme on fait à l'école où c'est toujours les mêmes choses, c'est-à-dire on teste celui qui est entre guillemets l'âne, celui qui va répéter le plus de choses. On va tester celui qui va être capable de faire et construire des choses avec ses mains, avec son regard, avec ces choses comme ça. Et donc, il y a des tests qui vont leur être soumis. Et là, on va tout de suite détecter leur capacité par rapport à la visualisation dans l'espace, qui sont des choses mais basiques. Donc le poste va s'adapter en fonction de ses capacités. Exactement. Et tu vois, la troisième dimension est toujours, c'est encore mieux quand tu as la quatrième dimension, c'est l'espace-temps. Mais là, déjà, trois dimensions, c'est déjà pas mal de voir qu'est-ce qui se passe dans l'espace pour les gens. Et toi, est-ce que tu as eu, dans ton parcours professionnel ou ton expérience actuellement, des personnes qui t'ont inspiré ou un mentor qui... Ah bah, je pense que j'en ai eu plusieurs, mais Maurice Vand en est un absolu, hein, c'est clair, parce que c'est lui qui m'a challengé, qui m'a mis sur des rails, qui m'a donné des choses à faire, des épreuves à réaliser. Et je pense que le modèle apprenant, c'est lui. Mais il y a aussi mon père qui était aussi son comparse. Et Maurice Vand m'a aussi beaucoup inspiré. D'accord. Alors, Et puis Jean-Michel Ougourian, que je ne peux pas oublier. scientifique. C'est vrai que ça te prend beaucoup de temps, ça je le sais. Je sais que tu prépares la relève, mais aujourd'hui, en attendant, comment tu fais pour équilibrer cette vie professionnelle et personnelle? Comment tu arrives justement à gérer? Bah, avant, c'était compliqué. Là, maintenant, je suis retraité, donc c'est quand même assez facile, hein. Oui, mais tu es Ah bah, je m'occupe de la fondation en tant que président, oui. mais déjà, les opérations sont confiées alors à deux personnes. Un couple, l'un est administrateur, c'est Hervé Guyot, l'autre c'est Eric Sandequi, et puis on a les jeunes talents que tu as salués tout à l'heure, c'est Quentin Lambert, bien évidemment, et puis d'autres qui sont en gestation, et des anciens aussi qui sont avec nous, mais franchement, l'alignement stratégique se passe plutôt bien, parce que c'est difficile. On est quand même un pays qui a balancé toute l'activité manufacturière hors de France, et la juste compétitivité n'est pas au rendez-vous. Et c'est ce que nous réclamons aujourd'hui aux politiques. Tout à l'heure, je file à Tours pour rencontrer une tête de liste d'une campagne. Et forcément, tous sont bien accueillis, bien évidemment. Mais il y en a plus que d'autres. C'est ceux qui ont cette dimension humaniste, d'éviter les clans. Parce que les clans, c'est encore de la rivalité. Les gens l'ignorent, mais c'est ça. On désigne des boucs émissaires. Et c'est très facile. Et c'est contre-productif. Comment tu as fait pour, ça va intéresser justement vu ton parcours très riche, comment tu as fait pour grandir en permanence, voire même t'épanouir si parfois... Bah, je pense que on se connaît bien, mais c'est la curiosité. Tu vois comment on est venu sur tes sujets, comment on a saisi l'opportunité, puis ensuite comment on a créé quelque chose. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de lire, etc. C'est faux. Tu vois, ce que je dis toujours aux gens, aux jeunes, comme Louis là, qui est là à nous écouter, c'est il y a quatre choses qu'il faut observer. D'abord, il faut aimer. Parce que si tu n'aimes pas les autres, c'est compliqué. Donc, ça veut dire que tu as été aimé. Pour aimer les gens, c'est forcément, il y a des apprentissages là-dessus aussi. Deuxièmement, il faut apprendre. Il faut vraiment avoir cette curiosité permanente pour apprendre. Il faut faire. Parce qu'on apprend, le cerveau ne fonctionne que s'il fait. S'il ne fait pas, s'il reste dans les idées, comme beaucoup de gens restent, il ne va pas se passer grand-chose. Et quatrième point, il faut transmettre. Voilà, donc moi je suis rentré dans le stade de transmission. Si j'étais en train encore d'être dans les opérations à faire, je ne pourrais pas transmettre. Ces messages sont importants parce qu'on dit faire, et c'est vrai, parce que c'est celui qui fait qui sait. Ouais. Et on a un peu oublié de temps en temps, parce qu'on voit tous ces scientifiques qui nous disent comment il faut faire, mais qui ne l'ont pas fait. Qui l'ont pas fait. Et c'est bien pour ça qu'aussi... Et c'est pour ça que les sociétés performantes, c'est l'Allemagne, regarde bien, regarde le Maroc, c'est des sociétés qui vont exploser en performance. Pourquoi? Parce qu'ils font, ils restent sur les produits, ils ne sont pas là à baragouiner. C'est lamentable de penser qu'un pays où il y a tant d'histoires de gens qui ont fait des choses, des entrepreneurs remarquables, et qu'on balance tout ça et qu'on laisse des gens pérorer. Et ça, c'est une responsabilité collective, et en particulier des politiques qui sont déconnectés. Un homme politique comme Jospin vient de le dire. Nous, quand on faisait de la politique, on avait des métiers. Et on ne partait pas dans la politique sans avoir une expérience de l'autre. Et ça, c'est, à mon avis, très important à comprendre. D'où l'intérêt du mentorat, justement. Tu parlais de Ouais, mission de savoir bien tout sûr, à l'heure. bien sûr. Un mentor l'a vécu. Mais bien Donc, sûr. ce qu'il va faire, il va guider les premiers pas dans la vie professionnelle en donnant les bonnes astuces. Ça, c'est vraiment très important. Et par rapport à ça, tu sais ce que Maurice Vand disait, c'est que mon cerveau ne sait pas ce que je pense, mais pardon, mon cerveau sait ce que je pense. Je ne sais pas ce que pense mon cerveau. Et sur ce mentorat,
il savait il m'avait demandé d'aller regarder le vol des étourneaux. Autrement dit, comment ces masses d'oiseaux volent ensemble, en groupe, etc., sans jamais se cogner les uns sur les autres. D'accord. Quel conseil que tu pourrais... Alors, tu sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont en phase de reconversion. On parle même de plus de dépression, de burn-out, des gens qui sont un peu perdus et des gens qui veulent soit évoluer dans une entreprise ou soit qui voudraient se reconvertir. Quel conseil que tu pourrais leur donner pour bien démarrer cette reconversion ou cette évolution, hein, limite. Déjà de prendre quelque chose qu'ils aiment faire. Parce que si on n'aime pas faire quelque chose, je ne pense pas qu'on puisse apprendre. Le cerveau a une capacité à sélectionner ses apprentissages, hein. C'est assez incroyable. C'est pour ça que de limiter à de la théorie ou à maintenant de l'informatique, c'est quand même déprimant, hein. Et je pense que si beaucoup de gens souffrent, c'est qu'ils ne peuvent pas faire finalement ce pourquoi ils sont faits. Et nous, je crois, notre force, c'est qu'on démarre par quelque chose qu'on aime faire, qu'on peut faire. On le développe vite, mais surtout, on ne le fait pas tout le temps. Et donc, on habitue le cerveau à apprendre constamment. Et à un moment donné, le petit oiseau s'envole, tu vois. D'accord. Donc, la passion. Alors, la passion, le rationnel, moi, je dirais, le scientifique. Et puis, la passion, tu sais, ça monte, ça descend, hein, la passion, hein. Moi, je me méfie pas mal des passions, hein. Okay. Alors... l'émission arrive à sa fin et on voudrait justement ne pas briser cette chaîne inspirante de passage de témoins. Est-ce que tu as une personne comme ça que tu connais qui pourrait venir à cette émission partager aussi son parcours, ses idées? Alors, il y en a un, je pense à lui parce que je suis un petit peu ce qu'il fait. C'est Hubert de Boisredon. Malheureusement, je le connais peu. Il y en a un autre, si. C'est mon ami de chez Muliez. C'est Jacques Gindre. Je pense que lui, c'est un homme qui a très bien compris comment l'entreprise industrielle classique peut s'appuyer sur des gens comme nous. Et donc lui, je pourrais te le faire rencontrer. Je te serais reconnaissant. Mais pense à Hubert de Boisredon aussi peut-être que... Mais tu as peut-être d'autres voies pour pouvoir le rencontrer. C'est une célébrité, mais ce qu'il fait est vraiment remarquable. Oh oui, puis c'est important de ne pas briser cette chaîne inspirante. Et donc... quel message, pour finir, tu voudrais donner aux entreprises? En fait, on a besoin que les entreprises comme toi viennent partager leur savoir. On voudrait qu'ils fassent témoigner leurs collaborateurs de confiance, des collaborateurs clés qui viennent dans cette émission ici témoigner. Je pense que soit le monde de demain, c'est des entreprises engagées sociétalement, innovantes bien sûr en technologie, mais pas que. Et innovante sur le plan humain. Et je pense que l'avenir, il est assuré avec ça, hein. Les jeunes le demandent, hein. Tu vois, c'est quand même extraordinaire ici. Les gens, à la fois, ils développent des bons produits, puisqu'il y a une exigence industrielle. On n'a pas parlé, mais là, par exemple, on fait des faisceaux pour l'industrie automobile. On est le dernier câblier à en faire en France, mais on développe aussi des cerveaux. Et donc, c'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. Qu'est-ce que tu dis au patron, alors, dans ces cas-là, des entreprises? Soyez engagés sociétalement. Moi, je pense que c'est ça le sujet. Et arrêtez de vous compartimenter, de vous limiter et dédier. La RSE, c'est un formidable moyen de revenir, de remettre l'église au milieu du village, si tu veux, comme on dit chez nous. Voilà. Je suis merci pour ce témoignage. Et puis, évidemment, toutes les entreprises qui nous regardent sont évidemment les bienvenues à témoigner, comme l'a fait Jean-Marc avec la Fondation Amipi. D'ailleurs, on remercie la Fondation Amipi de nous avoir invités à faire cette émission aujourd'hui, cet enregistrement. Et peut-être que vous pouvez faire un petit balayage. Alors, il faut vérifier le droit à l'image, mais montrer à vos éditeurs ce que c'est qu'une usine, ne serait-ce que ce hall. Qu'est-ce qu'une UPAI? Vous voyez, c'est intéressant. Usine de production, d'apprentissage et d'insertion. Quand je fabrique, j'apprends. Le cerveau se fabrique en fabriquant. C'est des slogans qui ont leur utilité. Je pense qu'on ignore tout ça et c'est dommage. D'accord. C'est retenu. Et pour finir, je dirais avec la citation de Ralph Waldo Emerson, le philosophe américain, qui nous dit « N'allez pas là où le chemin peut mener, allez où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. » Et j'ajouterai votre trace. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle trace inspirante. Merci Jean-Marc. Merci à vous tous.